Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Adrien Joly, le dev qui adore voir son terminal se remplir de coches vertes pendant que passent les dizaines de tests unitaires de son projet après une grosse modif. Et je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et parfois je préférerais résoudre des problèmes techniques plutôt qu'humains. C'est tellement plus simple. Mais viens parmi les tiens, là on est bien dans le dev. Quelle idée aussi de faire manager, t'es un malade. Ça me rendrait fou aussi, je pense. C'est vrai que ça rend un peu fou, j'admets. Comment vas-tu aujourd'hui, Jérémy ? Bah parfaitement, et toi, il fait un temps... Bon, il fait un temps aujourd'hui. Il fait un temps tout court. Effectivement. Est-ce que tu as une question pour nous aujourd'hui ? Ouais, alors ouvrons notre petit Google Drive. Ok, c'est moins drôle la seconde fois, mais bon. Alors, bonjour, Joseph, manager, et merci pour votre podcast. Merci Joseph. Je dois faire un dossier à chaque fois pour obtenir la promotion d'un membre de mon équipe. Ce dossier est soumis à un comité qui va déterminer quelles sont les personnes qui vont être promues ou non. Un membre de mon équipe opère déjà au niveau supérieur, mais s'est vu refuser une promotion car les éléments du dossier ne sont pas assez démonstratifs, entre guillemets, de sa valeur. En particulier, c'est un solide contributeur individuel, mais le comité s'attend à ce qu'un développeur ait un impact multiplicateur, oui, le 10x Engineer, entre parenthèses, sur les autres membres de l'équipe et même d'autres équipes. D'une part, c'est assez compliqué de trouver un projet sur lequel illustrer ses compétences du fait du scope de notre équipe, mais aussi la personne a du mal à traquer son travail, par exemple résoudre des tâches sans passer par Jira, skip la phase de doc, etc., ce qui rend la tâche de démontrer sa valeur complexe. Par ailleurs, j'ai vu des gens briller dans la manière de démontrer leur impact malgré des contributions particulièrement limitées, et j'en viens à penser que démontrer sa valeur est une compétence, et radicalement différente de celle de générer de la valeur, mais pourtant essentielle pour la progression de carrière. Que me recommandez-vous pour, petit 1, identifier les sujets sur lesquels se mettre en avant, et petit 2, comment présenter ses achievements sans avoir l'air de brague de l'air, entre guillemets, comme j'ai pu le voir aussi par ailleurs. Merci. Donc là, on a deux questions. Donc d'abord, il y a une question d'identifier les sujets, pour savoir sur quoi on va se mettre en avant, c'est ça ? Oui. Et ensuite, il y a comment se mettre en avant. Une fois qu'on a trouvé les sujets, c'est comment montrer qu'on a fait du bon boulot, mais sans brague, donc c'est sans se la raconter, on pourrait dire. Sans que ça rende mal à l'aise vis-à-vis des collègues, je suppose, grosso modo. Je sais pas, j'imagine que ça peut être génial de dire oui, j'ai réussi à fixer ce problème, qui est un vrai problème, mais j'ai pas oui, j'ai réussi à commit sur Git, quoi, entre guillemets. Sachant que là, le truc qui te fait sourire, c'est parce que c'est pas un achievement, c'est un truc qu'on fait plusieurs fois par jour, ça, donc c'est pas un événement. Ouais, j'imagine. Donc, ok, donc là, j'imagine qu'on doit être dans un environnement quand même, une grosse boîte, vu qu'il y a un comité pour les... Pour les promotions, ouais, j'imagine. Moi, j'ai jamais eu à faire face à un comité pour des promotions. Après, j'ai bossé beaucoup en start-up. Donc, comment ça se passait pour la promotion en start-up ? Direct avec le manager. C'est à la tête du client, donc ? Non, il y a quand même une grille, mais il n'y a pas de comité. D'accord. Alors, attention, il y a peut-être quand même un comité, c'est juste que moi, en tant que développeur, j'en savais rien. Peut-être que le manager, lui, il devait présenter à un comité le truc. Donc, en vrai, peut-être que ça existait quand même. Après, là, je pense à un exemple qui était plus une scale-up qu'une start-up. En start-up, généralement, ma négociation, elle avait lieu directement avec les associés de la boîte. Donc là, je pense pas qu'il y ait besoin d'en discuter avec quiconque d'autre. Et généralement, la proximité avec les associés est telle qu'ils savent qui apporte de la valeur et qui n'en apporte pas. J'imagine que c'est plus compliqué quand tu es dans une boîte où il y a 100, 200, 500 personnes, où là tu as des niveaux de hiérarchie qui font que il faut des chiffres, il faut des traces, il faut quelque chose de montrable pour des gens qui ne sont pas du tout au contact de ces développeurs-là, puissent décider de comment ils répartissent l'enveloppe d'augmentation et de promotion. Exactement. Bon, il y a un truc qui m'a fait un peu tiquer, c'est la partie 10x Engineer. Je me méfie toujours de ce truc-là parce que c'est un peu l'illusion que certains développeurs qui ont 10 fois plus d'impact que les autres, et j'ai du mal à croire que ce soit possible. T'as déjà rencontré des 10x Engineers ? Oui, j'ai rencontré des personnes qui étaient assez impressionnantes par leur contribution, et c'était assez fascinant. Mais justement, ils choisissaient les problèmes sur lesquels ils allaient opérer, et ils résolvaient des problèmes vraiment significatifs, comme je vais travailler sur cette optimisation, mais qui est appliquée sur cette flotte de machines, résout, optimise de 3% le CPU, mais sur des milliers de machines, qui fait que ça fait des optimisations très intéressantes en termes de coûts, quoi. Ok, donc j'imagine que c'est des gens qui avaient une expertise sur un truc précis, par
par exemple, je sais pas moi, une solution algorithmique X qui pouvait appliquer à plein de domaines, et ils voyaient des corrélations entre leur capacité à eux et les besoins de la boîte, enfin les opportunités d'amélioration de la boîte. Et du coup, ils allaient en mode laser focus avec leurs compétences sur un truc qui allait avoir un très gros impact sur la boîte. C'est ça ? Ça, j'imagine que ce genre d'ingénieur, ça a surtout des sens dans des boîtes qui sont suffisamment grosses pour qu'il y ait suffisamment de sujets liés à cette compétence très particulière. Si tu bosses dans une startup, on a rarement 10 cas différents qui se ressemblent à régler. Enfin, dans les petites startups, j'entends. Mais bon, là, vu la taille vu ce que je crois comprendre dans la boîte de Joseph, il y a moyen que ça puisse exister. Alors, je vais essayer de me remettre dans les questions là. Identifier les sujets. Donc là, c'est un bon exemple. Tu m'as dit ce 10X que tu as vu. Il choisissait justement ces sujets parce qu'il savait qu'il allait pouvoir avoir une très grosse valeur sur ces sujets. L'avantage, c'est d'avoir une liberté de pouvoir agir sur les sujets que tu veux, quoi. Ouais. Et là, ce que j'aimerais bien savoir, c'est la personne qui voulait une promotion, donc qui est le développeur géré par Joseph. Est-ce que cette personne, elle a une capacité particulière, une compétence particulière que les autres n'ont pas, qui a une potentiel d'avoir un effet 10X ? J'ai l'impression que non, sinon il n'y aurait peut-être pas besoin de traces, ça se verrait assez facilement. Donc potentiellement, là, il n'est pas en phase de 10X, ce développeur-là. En tout cas, c'est pas évident s'il l'est. Et qu'est-ce qu'il peut faire ? Sur la base de ce qu'on vient de se dire là, j'ai envie de dire, ce développeur, en quoi il est bon, quoi. Peut-être qu'il faut qu'il commence par se poser cette question-là. Est-ce qu'il a déjà un truc sur lequel il ou elle est particulièrement doué par rapport aux autres ? C'est peut-être une bonne question à commencer à se poser au début. Et une fois qu'il a trouvé ça, négocier dans la mesure où c'est possible avec son manager, ou en tout cas la personne qui fait la répartition des tâches, pour essayer d'être placé sur ces sujets-là, pour pouvoir briller sur ces sujets. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer ou ne pas s'appliquer dans certaines circonstances pour l'équipe de Joseph ? Je sais pas. C'est indiqué que c'est un solide contributeur individuel, mais le but, c'est d'avoir un impact multiplicateur, donc sur les autres membres de l'équipe et même sur d'autres équipes. Donc j'imagine que l'idée, c'est d'avoir un effet de levier, en fait, en suggérant des sujets. Alors peut-être effectivement qu'il peut s'appuyer sur ses forces en termes de contribution individuelle, ce sur quoi il est fort, pour avoir un effet de levier sur d'autres personnes, donc peut-être via de la formation, je sais pas, est-ce que ça a de la valeur ? La question c'est, qu'est-ce qui a de la valeur quand tu es un développeur ? Comment tu illustres la valeur d'une personne ? Moi je me pose la question personnellement. Est-ce que c'est de faire des optimisations, des économies de CPU ? Est-ce que c'est résoudre un bug ? Est-ce que c'est apporter une nouvelle feature ? Si oui, comment tu choisis le bug que tu résous, etc. Tu vois, s'il y a un bug qui embête tout le monde, que tu le résous, et que finalement ça n'apparaît pas à ton dossier ou à ton crédit, est-ce que ça a de la valeur ? Est-ce que ça a de la valeur aux yeux de ton manager ? Je sais pas. Ça me paraît très circonstanciel en fait. Ouais. Si corriger des bugs, c'est un truc qui est très très valorisé dans la boîte en ce moment, et que tu arrives à corriger les bugs les plus difficiles, qui seraient peut-être les plus difficiles, là tu as une opportunité de briller, quoi. Après, en même temps, si toute l'équipe résout des bugs, t'es un des N développeurs à résoudre des bugs, donc t'as rien d'exceptionnel par rapport aux autres. Donc là, il y a peut-être une question de courage, parce que je dis prendre le bug le plus difficile, mais ça veut dire aussi que tu vas prendre un risque, parce que s'il est difficile, il y a un risque que tu n'arrives pas à le résoudre. Ouais, j'ai l'impression qu'aussi, il y a un truc qui se dégage de cette question, c'est à quel point il vaut mieux être un développeur spécialisé sur quelque chose, au lieu d'un développeur qui est capable de toucher un peu à tout, mais qui est excellent en rien. Et ça encore, ça me paraît très circonstanciel. Quand tu es dans une startup en début qui vient à peine d'être créée, je pense que tu seras plutôt valorisé si tu touches à tout, tu arrives à faire plein de choses, même si tu n'es pas excellent sur tout. Sur quelque chose en particulier, je veux dire. Par contre, plus ta boîte elle va grossir, plus j'ai l'impression, en tout cas si c'est un système qui va dans la durée, où il n'y a pas trop de recherche et développement, mettons, tu vas avoir intérêt à recruter ou faire intervenir des gens qui sont experts sur des trucs très pointus, justement pour aller chercher ces multiplicateurs de 10, que ce soit sur de la performance, sur de l'utilisabilité, sur la capacité à créer de la valeur pour ta boîte, quoi. Et donc là, si je lis entre les lignes, j'ai l'impression que c'est une boîte qui est assez grosse, et donc ils sont en recherche plutôt de ce genre de talent-là, en fait. Des gens qui sont spécialistes. Et peut-être que ce développeur, il est juste pas spécialiste, en fait. Parce que son chemin de carrière, pour l'instant, ne l'a pas amené là, ou peut-être qu'il a pas envie d'être spécialiste. Et peut-être, ça c'est un cas, je sais plus, j'avais lu ça dans un article il y a quelques semaines, que je trouvais intéressant, c'est que certaines personnes dans l'équipe, en développement ou pas, parfois sont hyper importants pour l'équipe, mais ils ne sont pas repérés en tant que tels, parce que c'est ce que l'article appelait des glue personnes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui fait que l'équipe marche bien ensemble. Elles servent de liant, en fait, dans l'équipe. C'est-à-dire que si tu l'enlèves de l'équipe va sous-performer. Le problème, c'est que quand tu es une personne qui crée du liant,
c'est très difficile d'avoir des traces de ça. Ouais. Parce que ça va passer par de la communication entre collègues, ça va passer entre peut-être de la médiation, créer des petits scripts ici et là qui vont faire gagner beaucoup de temps à une autre personne. Et pour autant, ça va pas être reflété dans des tâches Jira, ça va pas forcément être demandé par le manager. C'est des choses qui vont contribuer hautement à l'équipe, mais qui seront pas notées dans le système de tâches de l'équipe. Et ça, je pense que la seule manière de le détecter, c'est un truc qu'on faisait dans une de mes anciennes boîtes, c'est les comment on appelle ça ? Je crois qu'on appelait ça le feedback 360, quand tu demandes à des personnes autour du candidat à la promotion, qu'est-ce que vous pensez de cette personne, qu'est-ce qu'elle fait bien, sur quoi elle pourrait s'améliorer et tout. En recoupant ces informations-là, tu vas pouvoir faire révéler par exemple que cette personne est une personne liante, hyper importante pour l'équipe. Mais si tu t'appuies purement sur un Jira, tu le verrais pas. T'as déjà eu affaire à ce genre de profil-là, ou à ce genre de manière de faire du feedback dans les boîtes où tu as bossé ? Sur la manière de faire du feedback, oui. Sur les personnes, je vais peut-être pas identifier comme tel, mais oui, je peux totalement imaginer la possibilité. Je pensais à quelque chose, désolé, je rebondis sur d'autres choses, mais par exemple, quelqu'un de très bon peut arriver à produire des résultats qui peuvent être le résultat d'un travail complexe et acharné, tu vois. Je l'ai vécu personnellement. Et ça donne l'illusion de la simplicité, parce qu'une fois que c'est résolu, tu ne réalises pas l'effort qui a été mis. C'est un peu comme quand tu regardes un coureur ultra capé aux Jeux Olympiques, etc. Il a juste l'air de courir, mais en fait, il traverse des distances dans des temps totalement fous. Et ça a l'air simple, en fait. Et je dirais que c'est un peu le cas avec certaines personnes. Et je me demandais justement comment illustrer le travail pour qu'on voit qu'il y a un travail qui a été fait, malgré l'illusion de la simplicité. Ouais. Mon premier réflexe, le premier mot qui arrive dans ma tête, c'est storytelling. C'est raconter pas seulement ce qui a été réalisé, mais raconter comme une aventure, en fait, ce qui s'est passé. Dire, on s'est dit que ça allait être facile, parce que, on va s'inspirer du projet X. Et puis au final, il y a eu le parcours était semé d'embûches, il y a eu tel problème qui est devenu une contrainte assez difficile à soulever, mais grâce à tel ou tel événement ou telle compétence ou quelle entraide avec une autre personne, on a pensé à telle solution, ce qui nous a permis de l'expérimenter à telle échelle. On ne voulait pas impacter un tel, donc on l'a fait dans un milieu fermé ou en A/B testing ou que sais-je. Enfin bref, tu montres toutes les embûches qu'il y a eu et comment tu les as surmontées en fait. Mais pour ça, il faut avoir un moment où tu as l'opportunité de le faire. Par exemple, est-ce que dans cette boîte-là, il y a un moment où les gens peuvent faire des présentations à l'équipe de ce qu'ils ont fait ? Peut-être. Mais ok, donc ce qui est important, c'est d'avoir une sorte de rétrospective sur son travail et de pouvoir avoir l'opportunité de l'exposer aux autres. Donc ça peut être sous forme d'une présentation, ça peut être un document de rétrospective, peut-être. Est-ce que ça peut être, vis-à-vis du Jira, d'avoir à découper ses tâches d'une certaine manière qui permet de montrer que il y a un certain travail qui a été fait, ce qu'on voit là. Résoudre des tâches sans passer par Jira, skip la phase de doc, etc. Donc est-ce que ça peut faire sens de pousser la personne à utiliser plus des outils comme ceux-là qu'on peut imaginer plus, on va dire, embêtants a priori. Ouais. C'est chiant, mais... Rentrer dans le cadre, rentrer dans le process, quoi. Laisser des traces de son passage pour prouver qu'il a fait X ou Y. Je pense que si la boîte elle a ça dans sa culture, il n'y a peut-être pas trop le choix. Ouais. Il va falloir... Alors, de toute façon, à un moment donné, il faut bien se conformer à la culture de là où tu bosses. T'en as qui vont avoir très peu de process, mais qui vont faire des talks assez régulièrement pour que tout le monde puisse s'exprimer. T'en as qui vont beaucoup parler dans leur stand-up. T'en as qui vont pas avoir de meeting parce qu'ils aiment pas les meetings et du coup ils font tout par écrit dans des Jira. Fine, il faut s'adapter à la manière de faire. Moi, il y a un autre truc que je vais dire et qui va peut-être pas te faire plaisir en tant que manager, vu que là c'est un de tes confrères là, qui pose la question. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une responsabilité du manager là-dedans. Une promotion, ça se prépare, en fait. Pour moi, c'est un truc qui se négocie avec le manager en avance. C'est-à-dire que tu dis un an avant, par exemple, à ton manager, voilà, moi, l'an prochain, j'ai tel projet, j'aimerais bien avoir une augmentation de salaire ou avoir tel titre, peu importe. Qu'est-ce que je peux faire pour en arriver là ? Et le manager, normalement, est censé être l'ambassadeur de comment il va être... qu'est-ce qu'il va falloir qu'il présente, par exemple, au comité ? Et donc, qu'est-ce que le candidat va devoir faire pour prouver qu'il a effectivement il s'est amélioré dans le sens de la grille de l'entreprise. Et c'est lors de cette présentation-là, lors de cette négociation-là, que ça peut être bien de définir un chemin à parcourir, à faire parcourir au candidat, dans lequel le candidat va être à l'aise,
et qui va potentiellement suivre certaines obligations, par exemple remplir un Jira, faire un talk, ça dépend encore une fois de la culture de la boîte, et dans lequel le manager sera sûr qu'il pourra mettre en valeur le candidat pour que le comité puisse valider cette enveloppe. Donc peut-être qu'il y a eu une occasion ratée là, alors, soit venant du candidat, soit venant du manager, ou peut-être un petit peu des deux, de préparer en fait ce chantier de demande de promotion à l'avance. Et de définir à l'avance quels vont être les jalons et quels vont être les éléments qui vont permettre de justifier la demande en fait. Je trouve ça intéressant effectivement l'idée, soit en tant que développeur, employé, etc., de pouvoir s'adresser à son manager et de définir un plan ensemble sur comment tu vas présenter cette promotion et de choisir les projets qui vont être appropriés. Alors effectivement, il y a toujours la difficulté de est-ce que ça va être le bon projet qui va me permettre de briller. C'est pas toujours à l'avance. Ouais. Après, c'est pas forcément un gros projet, j'imagine. Des fois, ça peut être des petites tâches où tu sais que ça va laisser des traces plutôt positives, quoi. Ouais. Ou un bug qui fait chier vraiment tout le monde, et tu te dis, bon, tiens, c'est toi qui vas faire le pompier. Parce que généralement, faire le pompier, dans ce que j'ai vu dans mes expériences, en termes de reconnaissance, ça marche très très bien. Tu trouves ? Quand t'as un gros problème qui impacte beaucoup de monde dans la boîte, la personne qui va réussir à résoudre ce problème, elle va soulager beaucoup de monde, et donc elle va marquer beaucoup d'esprit. Ouais. Alors que quelqu'un qui va résoudre un bug hyper difficile, mais qui n'arrive qu'une fois sur 1 million, donc qui touche pas grand monde, cette personne, il y a peu de chances qu'elle soit valorisée. Sauf si elle fait un effort démesuré pour dire à quel point corriger ce bug c'était difficile, que c'était une aventure, et qu'il a fallu faire preuve d'ingéniosité, en solo, ou voire encore mieux avec les autres, avec l'aide des autres. Ça peut être aussi, d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un truc, encourager les autres personnes de l'équipe à remercier ou à valoriser les autres. À dire merci à un tel qui m'a énormément aidé sur telle tâche, en me donnant la bonne idée, ou en faisant mon canard en plastique, tu vois. Ouais. Des fois, ça aide. Une invitation à la gratitude, quoi. Ouais. Encourager les gens de l'équipe à dire merci à un tel qui m'a énormément aidé sur telle tâche. Sans lui, lui ou elle, je n'aurais pas réussi à faire ça de manière aussi efficace. Donc ça peut être aussi une voie pour le faire. Je me rends compte que la deuxième question, la manière de présenter, est-ce qu'on l'a suffisamment adressée ou est-ce qu'il faut qu'on mette une deuxième couche ? Comment présenter les achievements sans avoir l'air de braguer ? On a mentionné donner un talk, on a mentionné préparer à l'avance quelles sont les traces qui peuvent être laissées pour prouver qu'il y a eu un travail qualitatif de fait. Ouais. Il y a présenter, donc faire présenter aux autres, donc demander aux collègues de communiquer sur la qualité de celui qui aimerait avoir une promotion. Et il y a les feedbacks 360, où du coup là tu donnes le micro aux collègues de cette personne pour dire quelle qualité ou achievement reconnaissez-vous à cette personne sur la période qui vient de s'écouler. Tu vois d'autres opportunités pour que le candidat puisse présenter ses achievements ? Effectivement, le côté post-mortem, c'est-à-dire mettre en forme la résolution et la partager avec peut-être plus de monde, dire voilà, il y avait ce problème, il était pénible ou il vous a impacté. Voici comment on a réussi à le résoudre, et ça peut contribuer au storytelling comme tu l'as dit. Après le challenge c'est de trouver le moment, quelle va être l'audience et à quelle fréquence on fait ça et quel projet on choisit de mettre en avant là-dessus. Il y a un travail de curation à faire en fait, de sélection. Comme on disait, peut-être pas les plus petits trucs, mais sur... Après il faut choisir ces combats, mais je sais pas si l'incentive elle est très bonne, parce que est-ce que ça amène pas les gens à choisir les choses sur lesquelles ils vont travailler en fonction de ce que ça peut leur apporter personnellement en termes de... C'était la question 1, identifier les sujets sur lesquels se mettre en avant, et là après c'est la guéguerre. C'est là que je pense que le manager a un rôle important pour garantir une équité, que ce soit équitable entre les gens de l'équipe, que ce soit pas toujours les mêmes personnes qui aient le spotlight pendant que les autres triment sans reconnaissance, quoi. Il y a un équilibre à trouver. Le comité, j'imagine, qui veut être équitable dans sa répartition d'enveloppe, le manager il doit être équitable dans à qui je mets le spotlight, quoi. Au sein de l'équipe, pour qu'il y ait une reconnaissance au sein de l'équipe. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres points à apporter pour répondre à la question de Joseph ? Franchement, ça fait déjà un bon début de réponse. Moi, ce que je dirais, c'est à Joseph d'essayer d'appliquer quelques éléments, ou peut-être d'en discuter avec la personne qui nous a mentionné. Et puis, j'invite à revenir vers nous avec ses feedbacks, s'il en a eu, s'il a réessayé, comment ça s'est passé, qu'est-ce que la personne a dit. Ça m'intéressera beaucoup de savoir ce qu'il aura pu réussir à faire, et puis en souhaitant qu'il arrive à effectuer la promotion des membres de son équipe qui le souhaitent. Donc Joseph, n'hésite pas à revenir vers nous par mail, par LinkedIn, par Twitter X, le moyen que tu voudras. On sera ravis d'avoir de tes nouvelles.
Et pour les autres, sachez qu'on serait ravis de répondre à vos questions. On est toujours en attente d'avoir des nouveaux sujets intéressants, des situations compliquées au bureau, donc n'hésitez pas. Pour les proposer, il suffit d'aller sur notre site, lesav.tech. Vous trouverez un formulaire dans lequel vous pouvez poster votre question, que vous pouvez faire de manière anonyme ou pas, c'est vous qui décidez. Merci Jérémy, merci à vous, chères auditrices et auditeurs, et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci Adrien, à dans 2 semaines, au revoir. Ciao ciao.